toutes et à tous, bienvenue sur la chaîne de la micronutrition 2.0. Aujourd'hui, nous allons essayer de mettre en avant les différents facteurs qui font qu'aujourd'hui, notre alimentation ne nous permet pas d'atteindre un état de santé optimal et pire, fait le lit de nombreuses pathologies de civilisation, donc toutes ces pathologies chroniques dont l'incidence ne cesse d'augmenter aujourd'hui. Effectivement, notre alimentation, on s'éloigne aujourd'hui de plus en plus de notre alimentation finalement traditionnelle, on s'en éloigne dangereusement, on s'éloigne de l'alimentation pour laquelle nous étions finalement génétiquement programmés. Et l'alimentation contemporaine, l'alimentation que nous avons aujourd'hui ne correspond plus du tout aux besoins pour lesquels nous avons été génétiquement programmés. Pourquoi ? Alors cette dégradation finalement de la qualité de notre alimentation, de l'alimentation moderne vs l'alimentation traditionnelle, on ne va pas se mentir, elle est principalement due donc à toutes ces techniques d'industrialisation de la production de l'alimentation, donc à l'industrie agroalimentaire, on le sait, c'est pas une découverte. Et cette dégradation de notre alimentation est aujourd'hui à la base de nombreuses pathologies de civilisation, de maladies chroniques, de maladies auto-immunes, de maladies dégénératives, des cancers, de l'épidémie mondiale d'obésité. C'est principalement dû à cette dérive de notre alimentation traditionnelle vers cette alimentation moderne que l'on a aujourd'hui et que l'on subit finalement plus ou moins impuissant. Alors en micronutrition et en médecine fonctionnelle et nutritionnelle, je dirais que c'est la même chose, on va s'intéresser non seulement à la partie énergétique de l'assiette, donc ça c'est un peu le b.a.-ba de la diététique, dont je pense vous connaissez à peu près tous les grands concepts, c'est-à-dire les trois grandes familles, les glucides, les lipides et les protéines, qui ont donc des valeurs énergétiques, 9 kcal par gramme pour les lipides et 4 pour les glucides et les protéines. Donc c'est la partie énergétique, c'est l'énergie que vous allez pouvoir retirer de ce que vous consommez. Et en médecine fonctionnelle, on va s'intéresser aussi et surtout à la partie non énergétique de l'assiette, c'est-à-dire à tout ce que l'on consomme qui n'apporte pas d'énergie en tant que tel, mais qui permet à notre organisme de fonctionner de manière optimale. Donc c'est toute la partie qu'on appelle non énergétique et qui correspond à une famille très hétérogène de micronutriments, parce qu'on va retrouver les prébiotiques, les probiotiques, les vitamines, les minéraux, les antioxydants, les oligo-éléments, enfin voilà, c'est très très varié, les acides gras essentiels, et cette famille de micronutriments est extrêmement importante aujourd'hui, d'où le développement de cette discipline qu'est la micronutrition, qu'est la médecine fonctionnelle, d'aller comprendre à quoi servent ces micronutriments, comment optimiser leur présence dans notre assiette et faire en sorte qu'ils permettent faire en sorte qu'ils soient correctement assimilés et qu'on puisse donc les utiliser correctement afin de pouvoir atteindre un état de santé optimal. Alors dans notre alimentation moderne, c'est justement cette seconde partie, ce sont ces micronutriments qui ne cessent de diminuer. On se retrouve avec des assiettes qui ont des valeurs énergétiques de plus en plus importantes, donc on apporte de plus en plus d'énergie. Par contre, on se retrouve avec des densités micronutritionnelles de plus en plus basses. On parle souvent d'alimentation notamment riche en calories vides, c'est-à-dire qu'on apporte de l'énergie, on apporte des calories, mais on n'apporte aucun micronutriment. Et on sait aujourd'hui qu'ils sont à la base de notre santé. Et c'est ce qui est dramatique, c'est qu'on n'apporte plus d'éléments suffisamment protecteurs à notre organisme pour qu'il puisse fonctionner correctement. Alors les principales raisons pour lesquelles notre alimentation aujourd'hui ne nous permet plus d'atteindre un état de santé optimal et pire, finit par nous rendre malades, sont les suivants. Donc dans un premier temps, on a cette notion, comme je viens de vous le dire, d'appauvrissement micronutritionnel. Par contre, à l'inverse, on a des densités énergétiques, donc on apporte de plus en plus de calories dans notre assiette, on consomme de plus en plus de calories et ça peut poser un problème. D'ailleurs, ça pose un problème aujourd'hui, c'est le mécanisme le plus simple du monde à expliquer lorsqu'un patient présente un surpoids ou de l'obésité. Lorsqu'on fait sa balance entrée-sortie, donc ce qu'il a mangé et ce qu'il a dépensé,
on se rend compte que la balance est complètement déséquilibrée. Et le problème de l'alimentation moderne, c'est que dans notre assiette, on intègre des aliments qui sont de plus en plus riches en calories et de plus en plus pauvres en micronutriments. Et comme aujourd'hui, dans notre vie moderne, on a quand même tendance à moins se dépenser, parce que il y a les transports en commun, parce qu'on a des activités professionnelles qui sont quand même relativement peu énergivores, on va dire. Souvent assis à un bureau pendant des heures et des heures, on n'a pas le temps de pratiquer une activité physique, donc bien évidemment cette balance entrée sortie est complètement déséquilibrée et on se retrouve donc avec une alimentation qui apporte beaucoup trop de calories qu'on ne sait gérer, d'autant plus qu'il y a un autre problème qui se pose, c'est que c'est cette énergie que l'on apporte à notre organisme, mais il faut que cette énergie soit gérée. Et elle est gérée au niveau d'organelles qui s'appellent les mitochondries, qui sont extrêmement importantes. J'ai eu dernièrement la chance d'assister à un module de perfectionnement du professeur Castronovo sur la mitochondrie. C'était incroyable d'informations et d'enseignements. La mitochondrie aujourd'hui est à la base du vieillissement réussi, de notre santé, on en parle tellement peu de la mitochondrie. Enfin, moi je me souviens peut-être pour mon concours de première année, on parlait de la mitochondrie, puis après on l'a vite oubliée cette mitochondrie, alors qu'elle est à la base de notre santé, de notre énergie, de notre vitalité physique et psychique. Et donc, pour revenir au sujet de cette vidéo, le problème c'est qu'on apporte beaucoup d'énergie et les mitochondries aujourd'hui ont besoin, on le sait, de certains micronutriments pour pouvoir fonctionner de manière optimale, mais comme notre assiette est de plus en plus pauvre en micronutriments, cette mitochondrie est donc déficitaire, n'a plus les micronutriments dont elle a besoin pour pouvoir fonctionner de manière optimale, et donc elle arrive de moins en moins à gérer cet afflux d'énergie qui est lui de plus en plus important. Donc ça c'est vraiment un point capital, c'est cette notion on apporte dans notre assiette de plus en plus d'énergie, de plus en plus de calories, qu'on n'arrive pas à gérer parce que nos mitochondries ne peuvent plus fonctionner de manière optimale, parce que dans cette assiette, il y a de moins en moins de micronutriments. Donc ça, c'était le premier point. Le deuxième point, j'en parle tout le temps, c'est le déséquilibre du rapport oméga 6, oméga 3, qui est le plus grand responsable de l'inflammation dite systémique de bas grade. Donc quand on vous fait une CRP classique, on ne la voit pas, mais quand on fait une CRP ultra sensible, on la voit, cette inflammation. Et on sait que l'inflammation de bas grade fait le lit de toutes les maladies chroniques. Donc il faut la prendre en charge. Et quand vous avez un rapport oméga 6, oméga 3 qui est complètement déséquilibré, vous avez de l'inflammation. Et dès que vous allez être sujet à une infection, vous allez réagir de manière complètement disproportionnée. Alors les oméga 6, le chef de file, c'est l'acide linoléique. Dans les huiles végétales, on va dire que on a tendance généralement à parler de l'huile de tournesol, mais on retrouve de l'acide linoléique dans d'autres huiles végétales. Et de l'autre côté, les oméga 3, le chef de file c'est l'acide alpha-linolénique, et donc on a aussi l'habitude d'utiliser en exemple dans les huiles végétales l'huile de colza ou l'huile de noix. Donc finalement on se retrouve avec un déséquilibre, vous l'avez compris, de plus en plus d'oméga 6 et de moins en moins d'oméga 3. Et plus ce rapport est élevé, on arrive à des sommets. Aux États-Unis, on atteint des rapports à 50 pour 1, 50 oméga 6 pour 1 oméga 3, alors que les valeurs optimales seraient aux alentours, tout le monde n'est pas tout à fait d'accord, certains disent 4 pour 1, d'autres 3 pour 1, moi je dirais que l'idéal ça serait 1 pour 1, voilà, et, pas mal d'experts en micronutrition, en médecine fonctionnelle sont assez d'accord avec ce rapport de 1 pour 1, en tout cas à 3 pour 1, ça serait déjà très bien, et on en est très loin. En France, on peut atteindre du 25 pour 1. Donc c'est extrêmement intéressant d'aller vérifier, d'aller faire ce qu'on appelle des profils en acide gras érythrocytaire, des statures d'acide gras, qui permettent vraiment de déterminer exactement quels sont vos apports en oméga 6, que ce soit le chef de file, que ce soit les produits longue chaîne, GLA, DGLA, l'acide arachidonique. Et pareil pour les oméga 3, que ce soit l'acide alpha-linolénique ou les acides gras oméga 3 polyinsaturés, donc longue chaîne, EPA, DHA. Et on fait des rapports, on calcule des indices, l'indice oméga 3, on calcule le rapport
acide arachidonique sur EPA. Aujourd'hui, c'est pas quelque chose qui est proposé en biologie classique et pourtant on sait que cet indice oméga 3 est un bien meilleur marqueur du risque de développer une maladie cardiovasculaire que d'aller faire dans les bilans classiques le cholestérol, HDL et LDL. Quoique c'est intéressant quand même d'avoir les taux de HDL, mais en médecine traditionnelle, des fois on se contente de faire un cholestérol total et là finalement, on le sait aujourd'hui, ça n'a pas grand intérêt. Donc peu de personnes connaissent leur indice oméga 3 et on sait que pour qu'il soit protecteur, il faut qu'il soit supérieur, je dirais à 8, il faudrait qu'il soit entre 8 et 10%. Et voilà, ça serait quelque chose d'intéressant à faire. Il y a des laboratoires de biologie spécifique qui proposent ce type de bilan, qui ne sont pas remboursés, mais moi je pense que de les faire une fois dans notre vie, une fois tous les 3-4 ans en fonction de nos antécédents familiaux, personnels, en fonction de nos habitudes de vie, ça pourrait être extrêmement intéressant. Et puis, une fois que on connaît nos statuts, d'aller faire des modifications au niveau de l'assiette, donc essayer de consommer plus d'huile de colza que d'huile de tournesol, essayer de consommer des petits poissons gras, alors attention toujours aux petits poissons gras et l'intoxication aux métaux lourds pour avoir des EPA DHA, essayer d'éviter peut-être la consommation de viande trop riche en graisses saturées pour éviter de trop augmenter l'acide arachidonique. Donc voilà, il y a des choses à faire. C'est toujours intéressant d'avoir des recommandations générales, mais moi je trouve, et encore une fois je ne suis pas la seule à le penser, en tout cas je suis bien rentrée dans le moule de l'enseignement du professeur Castronovo et de sa médecine fonctionnelle 4P. Il nous faut mettre en place pour chaque individu un modèle alimentaire personnalisé, précis, adapté à ses besoins. Donc c'est toujours mieux d'aller faire des bilans biologiques, d'avoir une alimentation qui est vraiment adaptée à ses propres besoins et de ne pas faire comme son voisin. C'est toujours bien d'avoir des règles générales, mais c'est mieux quand même d'aller préciser ce dont vous avez besoin, puisqu'on le sait de toute façon aujourd'hui que ce rapport oméga 6, oméga 3 est tellement perturbé qu'avec l'assiette même, on n'est pas capable de l'équilibrer et que la plupart du temps, on est obligé d'avoir recours à des complémentations, notamment en huile de poisson. Et là, encore une fois, pour pouvoir être précis, il vaut mieux savoir exactement quels sont les statuts pour pouvoir complémenter. Donc, ce rapport oméga 6, oméga 3, je vous le rappelle, c'est le principal responsable de l'inflammation chronique de bas grade, l'initiateur de toutes les pathologies chroniques. Alors, il y a un autre rapport qui est de plus en plus déséquilibré aujourd'hui. Il est un peu plus connu parce qu'on en parle depuis plus longtemps, parce qu'on sait son impact sur la tension. C'est la balance sodium-potassium. On sait aujourd'hui qu'on consomme de moins en moins d'aliments riches en potassium et de plus en plus d'aliments riches en sodium, notamment sous forme de chlorure de sodium. Donc, il n'y a pas que le sel de votre salière, mais tous les aliments industriels transformés sont bourrés de sel caché. Aujourd'hui, même sans utiliser votre salière, vous consommez énormément, enfin vous consommez de manière générale, on consomme trop de sel et on a donc ce rapport qui est déséquilibré et qui joue un rôle important dans ce qu'on appelle un autre équilibre, l'équilibre acido-basique. Et on sait aujourd'hui que notre équilibre acido-basique, il est clairement menacé vers l'acidose. On dérive vers l'acidose alors qu'on devrait avoir un équilibre acido-basique neutre. Et pour cela, il faudrait essayer donc d'augmenter les apports en potassium qu'on va retrouver dans les fruits, dans les végétaux finalement, dans les fruits, dans les légumes, dans les céréales complètes, et diminuer les apports en chlorure de sodium, en sodium, donc dans tous les produits transformés, industriels transformés. Et ça permettrait d'avoir un équilibre acido-basique qui soit plus proche d'un pH neutre, en sachant qu'on a aussi une autre liste qui nous permet de vérifier cet équilibre acido-basique, c'est le PRAL, qui permet en fait de déterminer un peu quels sont les aliments qui ont un pouvoir alcalinisant et quels sont ceux qui ont un pouvoir acidifiant. Et l'idée, ça serait d'avoir sur votre journée, d'avoir un équilibre entre les aliments alcalinisants et les aliments acidifiants. Ne pas non plus complètement diaboliser les aliments acidifiants parce que les protéines animales sont acidifiantes, mais elles sont extrêmement importantes. Les protéines sont la base de notre vie et nous avons besoin de consommer des protéines animales. Donc il faut toujours prendre les notions de base avec modération, essayer de comprendre comment fonctionne un organisme de manière globale, partir de la cellule et ne pas faire de conclusions trop hâtives. Alors le quatrième point, je vous en ai parlé en tout début de vidéo, c'est cet appauvrissement micronutritionnel constant de notre assiette, c'est-à-dire que dans notre assiette, nous avons
toujours plus de calories, mais toujours moins de micronutriments. Et on sait aujourd'hui que ces micronutriments ont une valeur protectrice, et notamment, je souhaite vous parler d'une classe qui est extrêmement importante et dont vous avez sans doute entendu parler parce qu'ils sont quand même très à la mode, ce sont les antioxydants. Les antioxydants il y a plusieurs familles d'antioxydants, les polyphénols, les caroténoïdes, il y en a très nombreux, le resveratrol, les épigalocatéchines qu'on retrouve dans le thé vert, la curcumine du curcuma, voilà, il y a très nombreux antioxydants qui forment donc cette grande famille d'éléments protecteurs. Et aujourd'hui, on sait que le stress oxydant est, avec le stress carbonyle, un des facteurs de risque de développer une pathologie chronique. Donc ce stress oxydant, finalement, il existe de manière permanente. Finalement, le stress oxydant, il faut qu'il soit contrôlé, régulé. Et dès que vous avez un déséquilibre entre la production de radicaux libres, qui est naturelle, puisqu'on produit des radicaux libres, rien qu'en respirant, on produit des radicaux libres, et donc les éléments qui sont capables de neutraliser ces radicaux libres, on va générer un stress oxydant. Et donc le stress oxydant, au même titre que l'inflammation, que le stress carbonyle, est un des très gros facteurs de risque de développer une pathologie chronique. Et malheureusement, aujourd'hui, comme dans notre assiette on mange de moins en moins de fruits, de moins en moins de légumes, on a de moins en moins de facteurs protecteurs, ces fameux polyphénols. Alors on peut en retrouver dans le thé vert, dans le chocolat noir, dans le vin rouge, mais voilà, de manière générale, dans les fruits rouges, dans les légumes colorés, c'est extrêmement important d'avoir au quotidien un apport en antioxydants suffisant qui va permettre de tamponner la production de radicaux libres qui, elle, est obligatoire, hein, ça fait partie de la vie, je dirais. Puis il y a l'autre problème, des modulateurs de l'activité des kinases, les MAC. Alors ça, c'est quelque chose que j'ai découvert il n'y a pas très longtemps, grâce encore une fois aux enseignements du professeur Castronovo. Et effectivement, on s'est rendu compte que ces éléments étaient produits lors de la maturation des fruits et des légumes, notamment des fruits. Et que du coup, comme on avait tendance à acheter des fruits qui n'étaient pas mûrs, qui étaient encore verts, du coup on n'a plus ces MAC, et c'est extrêmement important d'avoir une alimentation riche en MAC. Donc essayez de faire en sorte d'acheter des fruits qui soient mûrs, qui soient arrivés à maturation. Alors un autre point, c'est les apports en fibres. Alors les fibres, je pense que vous en avez déjà entendu parler, puisque finalement on restreignait leur utilité au transit, donc notamment pour les personnes constipées qui avaient tendance à ne pas manger suffisamment de fibres, au fait que les fibres permettaient de diminuer les taux de cholestérol, et finalement on est passé à côté de quelque chose d'énorme et de bien plus important, c'est que les fibres font partie d'une famille que l'on appelle les prébiotiques, à ne pas confondre avec les probiotiques, et les prébiotiques sont donc le substrat énergétique alimentaire des probiotiques. Donc notre flore intestinale, notre microbiote a besoin quotidiennement de prébiotiques pour pouvoir se développer correctement. Comme on sait qu'aujourd'hui le microbiote est à l'origine de notre santé, qu'il faut prendre soin de notre microbiote au quotidien, le fait que dans notre assiette nous n'ayons plus de fibres, de moins en moins de fibres, ça menace dangereusement l'équilibre de notre microbiote, ce qu'on appelle l'eubiose. Il y a un gros problème aujourd'hui avec les fibres qu'on retrouve depuis là quelques années. On a eu cette grande mode des régimes sans lactose, sans gluten. Donc très nombreuses personnes, peut-être même vous, se sont mis à enlever le lactose de leur alimentation, le gluten de leur alimentation, sans même consulter un médecin, sans même consulter un professionnel de la santé spécialisé en nutrition, micronutrition. Et puis ils se sentaient mieux, et puis voilà, ils n'ont pas cherché à en savoir plus. Alors ça c'est un problème, donc peut-être je vous reparlerai, mais là je reviens sur ce point même des fibres. Aujourd'hui il y a un régime qui nous vient d'Australie, qui s'appelle le régime sans FODMAPs, qui sont donc des régimes où on va exclure les fibres, parce que ce sont les fermentés cibles, oligos, di et monosaccharides et les polyols, qui sont donc responsables en cas de problème du microbiote, donc en cas de déséquilibre du microbiote, de dysbiose. Il y a une pathologie qui s'appelle le SIBO, Small Intestinal Bacterial Overgrowth. Voilà, donc le SIBO. Voilà, dans ces cas bien spécifiques, les fibres ne sont pas tolérées. Vraiment dans ce type
très précis de pathologie, donc avec un état où on a une dysbiose, donc un déséquilibre du microbiote, effectivement les fibres vont entraîner des troubles digestifs type ballonnement. Donc on se retrouve avec des patients, des individus lambda qui suppriment les prébiotiques, et vous vous doutez que les FODMAPs, on en trouve quand même dans de très nombreuses catégories alimentaires. Donc j'ai envie de dire c'est même plus dangereux que l'éviction du lactose et du gluten, parce qu'on a un risque bien plus majoré, bien plus important de développer des déficits et des carences en micronutriments, d'autant plus que notre alimentation est de plus en plus pauvre en micronutriments. Alors si vous commencez à enlever une classe, 2 classes, 3 classes, 4 classes, 5 classes d'aliments parce qu'ils contiennent des prébiotiques, vous êtes fortement à risque de développer des déficits et des carences. Et le problème, c'est que les gens qui font ça sans avoir consulté un professionnel de santé qui est compétent en micronutrition ne vont pas être pris en charge globalement, donc ne vont pas traiter leurs problèmes de dysbiose, leur SIBO éventuellement. Et donc, ça sert à rien. Donc oui, ils auront moins de troubles digestifs, mais on n'a pas traité le fond. Finalement, on se retrouve à faire un peu comme en médecine allopathique traditionnelle. Vous avez mal à la tête, je vous donne un anti-migraineux, mais je ne cherche pas à comprendre pourquoi est-ce que vous avez mal à la tête. Vous mangez des fibres, vous êtes ballonné, et ben arrêtez de manger des fibres. C'est la même chose. Il faut comprendre pourquoi est-ce que quand vous êtes ballonné et prendre en charge ce problème, la cause principale, vraiment l'origine du problème. Et pour ça, il faut avoir une connaissance précise et très pointue de ce qu'est notre organisme, notre microbiote, comment est-ce qu'il fonctionne, et notre organisme de manière générale. Donc toujours revenir à la cellule et ne pas se contenter de traiter un symptôme. C'est un peu pareil pour le gluten et le lactose. Pourquoi est-ce que vous ne les tolérez pas? Il faut comprendre pourquoi. C'est pas parce que quand vous n'en mangez plus, vous allez mieux, que vous allez vous contenter de faire ça. Il faut essayer de comprendre pourquoi est-ce que vous ne les tolérez pas, pourquoi est-ce qu'ils génèrent chez vous tel et tel symptôme, et prendre en charge le problème de fond. Qu'est-ce qui a créé cette intolérance? En général, pour le gluten, c'est souvent un leaky gut, une hyperperméabilité intestinale. Donc faites attention vraiment à tous ces régimes d'éviction, parce qu'ils sont source de déficit et de carence en micronutriments, et vous avez compris que c'est une des principales menaces de notre alimentation moderne. Alors vous vous tirez une deuxième flèche dans le pied finalement. La première flèche, c'est que déjà notre alimentation est pauvre en micronutriments, et vous vous tirez une seconde flèche en enlevant plusieurs aliments. Donc ne le faites pas, confiez votre santé et votre alimentation à un professionnel de la santé qui est formé, et je vous assure que c'est très compliqué, même pour quelqu'un qui est du domaine, qui a fait plusieurs années, qui a pris plusieurs années à se former dans le domaine de la santé. C'est compliqué, hein, c'est très compliqué. Alors moi je dis chacun son métier. Bon après, tout le monde fait, chacun voit midi à sa porte, et tout le monde fait bien comme il veut. Alors moi je suis juste là pour vous donner des informations, et vous en faites bien ce que vous voulez. Donc l'idée, pour conclure sur cet apport en fibres, l'idée c'est toujours de revenir au microbiote, et pour avoir un microbiote en eubiose, il est extrêmement important d'apporter suffisamment de substrat à nos bactéries, à nos bonnes bactéries, aux probiotiques, et donc ces substrats sont ces fameuses fibres, donc les prébiotiques que vous allez retrouver dans les céréales complètes, dans les légumineuses, dans les légumes, dans les fruits secs. Donc il faut effectivement essayer d'enrichir son assiette en prébiotiques, et éventuellement, si c'est pas suffisant, apporter des prébiotiques en plus de la ration journalière. On est normalement sur 30 grammes de prébiotiques, ça fait environ 100 grammes d'aliments riches en prébiotiques. Et puis s'il y a une mauvaise tolérance, essayez d'aller comprendre pourquoi il y a cette mauvaise tolérance. Est-ce qu'il n'y a pas un problème de fermentation, donc de flore de fermentation? Est-ce qu'il ne faut pas aller traiter le microbiote? Voilà, allez vérifier tout ça. Donc c'était un point important, et je pense que vous vous en êtes rendu compte par vous-même. Globalement, on mange de moins en moins de légumineuses, de lentilles, de pois chiches, d'haricots. On mange de moins en moins de céréales complètes, on mange plutôt des céréales raffinées, donc du riz blanc au lieu de manger du riz complet. On mange peu de légumes, peu de fruits, donc oui, forcément, on a moins de micronutriments, moins de fibres dans notre assiette. Alors un point capital, ce sont les apports en aliments qui présentent des indices glycémiques extrêmement élevés, de plus en plus élevés. Alors on a tendance à parler d'indice glycémique, moi je dirais indice glycémique, charge glycémique et indice insulinique. C'est-à-dire finalement la capacité qu'a un aliment que vous allez consommer à élever votre taux de sucre dans le sang, donc à élever votre glycémie,
Le fait que justement cette élévation de votre glycémie va déclencher la synthèse d'insuline par les cellules bêta des îlots de Langerhans au niveau du pancréas, et qu'on sait qu'aujourd'hui que le grand responsable de l'épidémie de surpoids, d'obésité, c'est l'insuline IGF-1, et que donc c'est le sucre et non pas les graisses qu'on a si longtemps diabolisées et qui ont fait qu'on avait des statuts en acides gras catastrophiques, parce que la plupart des femmes qui souhaitaient contrôler leur poids supprimaient les graisses, supprimaient les huiles végétales, supprimaient le beurre, alors qu'au final on sait que c'est le sucre le plus grand responsable des problèmes de surpoids et d'obésité. C'est le sucre, c'est les sucres raffinés, c'est les aliments qui présentent des indices glycémiques, des charges glycémiques élevées. Dès que vous allez stimuler la synthèse d'insuline, vous allez commencer à développer lentement mais sûrement ce qu'on appelle des mécanismes d'insulinorésistance. Et c'est aujourd'hui, on le sait, c'est clairement le plus grand responsable des problèmes de surpoids, d'obésité, de diabète de type 2. Et donc, ça multiplie par des facteurs vraiment considérables le risque de développer des maladies cardiovasculaires. Donc ça, c'est un point important. Essayez de vérifier un petit peu les indices glycémiques des aliments que vous consommez, les charges glycémiques si vous pouvez les trouver, les indices insuliniques on ne les trouve pas. Évitez d'avoir des alimentations qui sont trop riches en sucre raffiné, donc tous les produits industriels transformés de manière générale. Faites attention parce que les sucres, c'est comme le sel. Il y a des sucres cachés partout. Vous pouvez consommer des aliments qui n'ont pas un goût sucré, comme le pain, la baguette, qui est bourré de sucre, plus de 12 carrés de sucre, alors que vous n'avez pas l'impression de manger du sucre. Donc voilà, s'intéresser aux indices glycémiques des aliments que vous consommez, essayez de faire en sorte de trouver des petites stratégies. Je vous ferai sans doute une vidéo là-dessus. Petite stratégie pour abaisser les indices glycémiques lorsque vous vous alimentez. Et puis le problème également, c'est que plus vous allez avoir de sucre, plus vous allez être en hyperglycémie, plus va se produire une réaction qu'on appelle la glycation. On parle également de stress carbonyle. Et le stress carbonyle avec le stress oxydant, ce sont donc les deux principaux mécanismes qui vont créer les pathologies chroniques. Donc c'est extrêmement important d'éviter qu'ait lieu cette glycation. Cette glycation, elle a lieu en général lorsqu'on a une glycémie qui est trop élevée. Et dans la cuisine, pour vous donner une idée, c'est la réaction de Maillard. C'est lorsque l'on chauffe à trop haute température ou à très haute température une protéine en présence de sucre. Vous allez retrouver, et c'est extrêmement bon, c'est malheureux, mais tout ce qui est très bon est très toxique. Le doré de la crème brûlée, le croustillant du pain, de la brioche, voilà, tous ces côtés caramélisés, carbonylés finalement, et bien c'est la réaction de Maillard, ce sont des produits glyqués. Donc déjà, évitez d'en apporter dans l'alimentation. Malheureusement, c'est tellement bon que ça demande quand même beaucoup d'efforts. Et dans un deuxième temps, évitez d'avoir ces pics de glycémie qui vont faire que cette réaction va se produire au sein même de notre organisme, avec donc la production de produits terminaux de la glycation, les AGE également, qui sont extrêmement toxiques et délétères pour notre santé. Alors de ce constat alarmant, voilà, je vous ai dressé un peu effectivement un tableau alarmant avec ces principales raisons qui font que notre alimentation aujourd'hui ne nous permet plus d'avoir un état de santé optimal, et donc pire, fait le lit, crée nos pathologies chroniques. Nous ne pouvons plus nous contenter de cette alimentation moderne, nous ne pouvons plus subir cette alimentation moderne que nous impose l'industrie agroalimentaire, et nous devons réagir, nous devons essayer de modifier le plus possible nos habitudes alimentaires. Et je pense aujourd'hui, et je ne suis pas la seule à le penser, que malheureusement ça n'est pas suffisant, parce qu'on se retrouve face à des aliments qui sont appauvris, dangereusement appauvris en micronutriments, et aujourd'hui on se doit de se complémenter. Moi-même je me complémente, pour une fois les cordonniers ne sont pas les plus mal chaussés. Aujourd'hui on se doit d'avoir une prise en charge qui est vraiment globale de notre santé, et quand il s'agit de l'assiette, de l'alimentation, je pense qu'il faut tenir compte finalement des points faibles de notre alimentation aujourd'hui, même si on fait des efforts. À côté, avoir une complémentation, encore une fois je ne dis pas de l'automédication, parce que pour moi ça ne sert strictement à rien, mais avoir une complémentation qui soit adaptée, personnalisée, précise à chaque individu. Là effectivement ça va permettre de potentialiser notre état de santé, nous permettre de vivre le plus longtemps possible dans un état de santé optimal.
Et c'est ce en quoi finalement la micronutrition et la médecine fonctionnelle et nutritionnelle est extrêmement intéressante, parce qu'elle propose une approche qui est bien différente de la diététique classique. On ne se contente pas de faire de travailler sur tout ce qui est macronutriments. On va vraiment aller adapter pour chaque patient le modèle alimentaire, aussi bien en travaillant sur l'assiette que sur la complémentation. Essayer d'avoir une vision fonctionnelle de l'alimentation, pas seulement se dire d'avoir une vision finalement purement qualitative et quantitative de l'alimentation. C'est beaucoup trop restrictif. On est obligé, lorsqu'on s'intéresse à la nutrition, de vérifier que ce qu'on met dans l'assiette va être correctement assimilé. Donc le but de cette prise en charge globale, c'est de vérifier que oui, je mets dans l'assiette telle et telle famille de macronutriments, tel et tel aliment qui est censé être riche en tel ou tel micronutriment, mais il faut que je m'assure que ça soit bien absorbé, bien métabolisé, bien biodisponible. Donc il faut s'assurer qu'on ait de bonnes barrières, une bonne barrière intestinale, un bon microbiote, de bonnes membranes cellulaires, des mitochondries qui fonctionnent bien. Il faut gérer le stress oxydant, il faut gérer le stress carbonyle, il faut gérer les carences et les déficits. Donc vous voyez, c'est une discipline, la micronutrition et la médecine fonctionnelle, c'est une discipline qui est extrêmement complexe et qui demande vraiment d'avoir une vision très globale de la santé et d'avoir vraiment une approche très précise et très individualisée de chaque patient, parce que nous sommes tous différents de par notre épigénétique, notre polymorphie génétique, notre microbiote, et donc nous avons des besoins qui sont différents, et il faut pour cela aller faire des enquêtes alimentaires, certes, mais aussi aller faire des bilans biologiques pour objectiver des éventuels déficits et carences, parce que vous pourriez apparemment avoir une alimentation équilibrée, et finalement on pourrait se rendre compte, parce que vous avez des mauvaises membranes cellulaires, une mauvaise activité mitochondriale, un problème de dysbiose, ne pas assimiler correctement ce qu'on met dans l'assiette et ne pas avoir des statuts en micronutriments optimaux. Donc c'est pour ça que je trouve que cette approche est extrêmement intéressante. On ne se contente pas d'aller boucher les trous, mais on a un raisonnement et une logique de prise en charge qui est extrêmement précise. On part de la cellule, on essaye vraiment d'avoir une approche fonctionnelle de l'alimentation. Donc oui, il faut changer votre modèle alimentaire. Les grandes règles de base sont les mêmes pour tout le monde, mais après je vous recommande grandement, si votre état de santé, si vous voulez faire de la prévention, si vous voulez vivre le plus longtemps possible avec un bon état de santé, si vous êtes déjà malade, si vous avez déjà des signes fonctionnels qui impactent votre qualité de vie au quotidien, je vous conseille grandement de consulter un médecin, de consulter un professionnel de santé qui est spécialisé en micronutrition et qui pourra vous proposer la prise en charge la plus complète possible, la plus précise possible, la plus personnalisée possible, la plus adaptée à votre état de santé actuel. Alors je terminerai juste par un petit conseil, mais je pense que vous êtes tous au fait de cette remarque. Ne vous laissez pas avoir par le marketing alimentaire, par la publicité, par le merchandising. Ne vous laissez pas avoir par l'industrie agroalimentaire, ne vous laissez pas avoir par le lobby pharmaceutique. Ce sont des puissances extrêmement fortes, de plus grosses puissances. Et aujourd'hui, je pense qu'il faut essayer de se détacher, de prendre du recul, de ne pas prendre pour argent comptant tout ce qu'on vous dira. Essayez de trouver un médecin, un professionnel de santé en qui vous aurez confiance, qui sera suffisamment bien formé à la médecine fonctionnelle et qui pourra vous proposer une prise en charge qui va être adaptée à vos besoins. Et il y en a, moi j'en rencontre tous les jours, je fais de très nombreuses formations, séminaires, j'assiste à de très nombreux congrès, je fais des diplômes universitaires et voilà, je rencontre des médecins, je rencontre des pharmaciens qui sont formés, qui s'intéressent, qui prennent de leur temps personnel, parce que c'est très compliqué quand même ce qu'on apprend et on est loin de nos études de base. Et ça demande beaucoup d'efforts, ça demande beaucoup d'intérêt, ça demande une compréhension globale de nos différents mécanismes de fonctionnement, et ils existent. Alors n'hésitez pas à vous renseigner auprès d'eux, n'écoutez pas tout ce qu'on vous raconte à droite à gauche, qui ne sont des choses qu'on vous raconte, qui sont purement des dictats mentaux, rien n'est validé scientifiquement, tout est contradiction, tout est... Voilà, toutes ces pensées qui sont dichotomiques, faites ceci, faites pas cela. Vous méritez en tant qu'individu à part entière d'avoir une alimentation qui vous corresponde, avoir une complémentation qui vous corresponde. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Pour plus de détails, je vous invite à découvrir l'article sur le blog.
www.lamicronutrition2.0.com. À votre santé!